Bonjour à tous, je suis le docteur Antoine Dubois, fort de 35 ans d'expérience, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet important, les habitudes quotidiennes qui nuisent silencieusement à vos reins, ce que les médecins ne vous disent pas. Chers amis, de petites choses du quotidien peuvent sérieusement endommager nos reins. Ces gestes, en apparence anodins et courants, sont adoptés chaque jour par de nombreuses personnes, certaines les considérant même comme de simples habitudes. Or, les dommages potentiels qu'ils peuvent causer aux reins sont bien plus importants qu'on ne l'imagine. Les reins, en tant qu'organes vitaux du corps humain pour le métabolisme et la désintoxication, elles subissent l'impact de ces comportements à long terme, ce qui peut facilement entraîner une altération de leur fonction et affecter la santé globale. En particulier pour les personnes dont la fonction rénale est déjà diminuée, il est impératif d'arrêter immédiatement ces habitudes afin d'éviter d'aggraver la charge rénale et de prévenir une détérioration continue de la fonction rénale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez sincèrement de votre santé et de celle de vos proches, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de ne pas manquer d'autres informations pratiques sur la santé à l'avenir. Ici, nous parlons des vérités sur la santé que les médias grand public vous révèlent rarement. Si vous aimez le contenu que nous partageons, veuillez taper 1 dans la section des commentaires, ce sera le plus grand soutien pour notre travail continu. Nous vous invitons également à partager vos points de vue et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Bien, voyons quelles sont les 4 choses qui endommagent le plus les reins. 1. L'abus d'analgésiques. De nombreuses personnes d'âge moyen et âgé, avec l'âge, ressentent inévitablement diverses petites gênes physiques, des douleurs articulaires qui rendent difficile la montée et la descente des escaliers, des maux de dos après une longue période assise qui rendent l'action de se lever lente, et des maux de tête fréquents. Dans ces situations, beaucoup ont l'habitude d'acheter eux-mêmes en pharmacie de l'ibuprofène, de l'aspirine ou du paracétamol. Après la prise, la douleur s'atténue, ce qui est à la fois pratique et évite d'aller à l'hôpital, mais je dois vous avertir solennellement pour les personnes dont la fonction rénale est déjà altérée. Ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, AIS, les analgésiques courants, ne sont pas des remèdes miracles. Au contraire, ils peuvent accélérer le déclin de la fonction rénale. Si vous trouvez le terme ANS trop technique, je peux vous l'expliquer par une analogie simple. Les reins sont comme une éponge filtrante de précision, avec de minuscules vaisseaux sanguins à l'intérieur, comme les pores de l'éponge, qui filtrent les déchets du sang et retiennent les nutriments. Lorsque les analgésiques entrent dans le corps, ils inhibent la synthèse des prostaglandines. Celles-ci agissent comme des interrupteurs de valves pour les vaisseaux sanguins des reins, assurant un flux sanguin fluide vers les reins et fournissant un approvisionnement sanguin suffisant. Une fois cet interrupteur inhibé, le flux sanguin vers les reins diminue considérablement. Pour les personnes dont la fonction rénale est diminuée, les petits travailleurs filtrants des reins souffrent déjà d'un manque de nourriture en raison d'un apport sanguin insuffisant. Une réduction supplémentaire de l'apport sanguin équivaut à couper les vivres, ce qui entraîne des dommages massifs aux petits travailleurs, voire leur grève. La médecine appelle cela une insuffisance rénale aiguë. Les données cliniques montrent que pour les personnes dont la fonction rénale est affaiblie, la prise continue de ces analgésiques pendant plus de 2 semaines accélère le déclin de la fonction rénale de 50% par rapport à celles qui n'en prennent pas. Même sans consommation à long terme, si vous en prenez occasionnellement et que vous souffrez déjà d'hypertension, de diabète ou d'autres maladies chroniques, une seule prise accidentelle d'une dose excessive peut causer des dommages irréversibles et permanents aux reins. Par conséquent, il est impératif de se souvenir, les analgésiques ne doivent jamais être pris à la légère. En cas de douleur physique, ne vous soignez pas vous-même par expérience. La bonne pratique est de consulter d'abord un médecin pour déterminer la cause fondamentale de la douleur, puis de choisir le médicament approprié sous la direction du médecin et de contrôler la posologie. L'habitude de prendre des médicaments dès qu'il y a de la douleur, sans se soucier de la cause, semble soulager rapidement l'inconfort, mais cela inflige en fait un coup chronique aux reins jour après jour. À partir d'aujourd'hui, abandonnons l'habitude d'abuser des analgésiques. 2. Boire beaucoup d'eau ou manger le soir. Beaucoup de gens ont l'habitude de boire de l'eau ou de manger le soir. Ils oublient de boire de l'eau pendant la journée, occupés, puis boivent 2 grands verres d'eau juste avant de se coucher. S'ils ont faim le soir, ils mangent de la bouillie salée, des biscuits salés.
accompagné d'une boisson riche en sel, trouvant cela confortable et sain. Cependant, cette habitude apparemment bienveillante est bien plus dommageable pour les reins qu'on ne l'imagine. Les reins, comme le corps humain, ont aussi besoin de repos la nuit, pendant la journée. Ils filtrent le sang à grande vitesse et éliminent les déchets. La nuit, lorsque le corps s'endort, ils ralentissent leur rythme et entrent dans une phase de réparation où ils maintiennent l'équilibre hydrique et régulent la stabilité des électrolytes. C'est une période clé pour le rétablissement de la vitalité des reins. Boire beaucoup d'eau avant de dormir force les reins, qui devraient se reposer, à accélérer la filtration et le drainage. De plus, les déchets métaboliques produits par la digestion des aliments nécessitent également un traitement supplémentaire par les reins, ce qui augmente la pression sur les reins pour excréter le sodium et l'urée. À long terme, l'eau et le sodium s'accumulent dans le corps, et au réveil le lendemain matin, le visage, les yeux ou les mollets sont gonflés. C'est en fait un signe de surcharge rénale. L'ingestion d'aliments salés, comme la bouillie salée, la sauce soja, etc., la nuit, est encore plus nocive. Un excès de sodium peut perturber l'équilibre du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce système est un régulateur de la pression artérielle, et un dérèglement peut empêcher la pression artérielle de baisser normalement la nuit. Une hypertension nocturne persistante soumet les petits vaisseaux sanguins des reins à une pression continue à long terme, accélérant les dommages rénaux et augmentant le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Des études montrent que pour les personnes dont la fonction rénale est diminuée, si l'apport en sel la nuit dépasse 30% de l'apport total sur 24 heures, l'excrétion urinaire de protéines augmente significativement, et la protéinurie est un signal d'alerte évident de l'altération de la fonction de filtration rénale. L'hygiène de vie met l'accent sur la modération en toutes circonstances. La nuit, il est encore plus important de contrôler son apport. Essayez de boire moins d'eau 1 à 2 heures avant de vous coucher, en évitant de consommer plus de 200 ml de liquide. Si vous avez faim le soir, privilégiez les aliments légers et pauvres en sel, comme une petite portion de potiron cuit à la vapeur, quelques biscuits soda sans sucre, et contrôlez bien les quantités. Donnez aux reins un environnement de repos suffisant, et ils pourront travailler plus efficacement pendant la journée. C'est la façon la plus respectueuse de prendre soin de ses reins. 3. L'abus de suppléments nutritionnels. Avec l'amélioration du niveau de vie actuel, chacun accorde de plus en plus d'importance à sa santé. Les comprimés de calcium, la vitamine D et les poudres de protéines sont devenus, aux yeux de beaucoup, les 3 éléments essentiels pour prendre soin de sa santé. De nombreuses personnes âgées en prennent même toute l'année. Certains, ayant découvert une ostéoporose, suivent la mode et prennent des comprimés de calcium. D'autres, se sentant fatigués, se fient aux poudres de protéines pour se recharger. Cette intention de prendre soin de sa santé est louable, mais une supplémentation aveugle, sans tenir compte de sa propre condition, peut, au contraire, surcharger les reins. Pour les personnes dont la fonction rénale est normale, une supplémentation appropriée en nutriments peut être acceptable lorsque le corps en a besoin. Cependant, pour les amis dont la fonction rénale est diminuée, ces nutriments peuvent devenir un fardeau pour les reins. Pourquoi dis-je cela? Le rein est l'administrateur du métabolisme des nutriments. Il est non seulement responsable de l'élimination des déchets métaboliques, mais il régule également l'équilibre calcium-phosphore et transforme la vitamine D. La vitamine D ingérée doit être transformée par les reins pour devenir une forme active utilisable par le corps. Lorsque la fonction rénale diminue, l'efficacité de ce travail de gestion est considérablement réduite. Si la fonction rénale est altérée, la prise excessive de comprimés de calcium empêche les reins de traiter l'excès de calcium qui s'accumule dans le sang, entraînant une augmentation du taux de calcium sanguin. Cela perturbe l'équilibre calcium-phosphore et peut également provoquer une calcification vasculaire, affectant la circulation sanguine et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les dangers dépassant de loin ceux de la simple ostéoporose. Parlons ensuite de la poudre de protéines. Le métabolisme des protéines produit des déchets azotés tels que l'urée azotée qui doivent être éliminés par les reins. Les reins des personnes dont la fonction rénale est diminuée sont déjà fatigués. Un apport supplémentaire et important de poudre de protéines équivaut à augmenter les déchets supplémentaires, ce qui accélère l'épuisement des reins. Des observations cliniques
montrent que si les patients atteints de maladies rénales modérées dépassent l'apport en protéines, la vitesse de détérioration de la fonction glomérulaire est supérieure de plus de 25% à celle des patients qui contrôlent le rapport. La supplémentation en nutriments ne doit absolument pas être prise à la légère. Les personnes dont la fonction rénale est diminuée ne sont pas interdites de supplémentation, mais doivent le faire de manière précise. Il faut d'abord effectuer des examens médicaux, tels que des analyses de calcium sanguine, de phosphore sanguin et des indicateurs de fonction rénale, pour déterminer si l'on manque de quelque chose et en quelle quantité. Ensuite, le médecin peut donner des conseils de supplémentation professionnelle en fonction des résultats des examens et de l'état physique. Une supplémentation aveugle et non fondée ne permet non seulement pas d'atteindre les effets bénéfiques sur la santé, mais aggrave également la situation des reins déjà fragiles, ce qui n'est vraiment pas recommandé. 4. Exercice de haute intensité aveugle. La philosophie selon laquelle la vie est dans le mouvement est profondément ancrée dans les esprits. De nombreux amis d'âge moyen et âgé, après avoir découvert de petits problèmes de santé, envisagent de se soigner par l'exercice de haute intensité, comme courir de longues distances tous les jours, faire de la randonnée le week-end, soulever des poids à la salle de sport, montrant une grande détermination à s'entraîner. Cette attitude de recherche de la santé est louable, mais pour les personnes dont la fonction rénale est déjà diminuée, choisir une mauvaise intensité d'exercice peut au contraire causer davantage de dommages aux reins. Alors, pourquoi l'exercice de haute intensité est-il néfaste pour les reins? Lors d'un exercice de haute intensité, le métabolisme musculaire s'accélère, produisant une grande quantité de myoglobine. Les reins des personnes dont la fonction rénale est normale peuvent filtrer et éliminer efficacement ces déchets, mais la capacité de traitement des reins des personnes dont la fonction rénale est diminuée est affaiblie, et l'élimination de la myoglobine ralentit. Une grande quantité de myoglobine qui arrive aux reins en peu de temps peut obstruer le parenchyme rénal et intoxiquer les tubules rénaux, provoquant une insuffisance rénale aiguë. De plus, le risque est plus élevé en été. L'exercice de haute intensité par temps chaud entraîne une transpiration abondante. Si l'hydratation n'est pas immédiate, la déshydratation du corps réduit l'approvisionnement sanguin aux reins, rendant l'élimination de la myoglobine encore plus difficile, ce qui augmente considérablement la probabilité de lésions rénales. Les données cliniques montrent que chez les patients atteints de maladies rénales chroniques, un exercice de haute intensité de plus de 150 minutes par semaine entraîne une détérioration de la fonction rénale 34% plus rapide que chez ceux qui choisissent un exercice d'intensité modérée à faible. Alors, comment les patients ayant une fonction rénale altérée peuvent-ils faire de l'exercice scientifiquement? Une fonction rénale diminuée ne signifie pas que l'on ne peut pas faire d'exercice. La clé est la douceur et la modération. Les exercices appropriés comprennent une marche lente de 30 minutes après les repas chaque jour, la pratique du tai chi, des étirements doux de yoga, ou une marche lente dans une piscine à température contrôlée et des étirements simples dans l'eau. Ces exercices activent les principaux groupes musculaires et favorisent la circulation sanguine sans fatiguer excessivement le corps, le déshydrater beaucoup, ni produire trop de déchets métaboliques qui alourdiraient la charge rénale. L'objectif initial de l'exercice pour les personnes d'âge moyen et âgé est de préserver la santé, et non de défier les limites du corps. Lors du choix de l'exercice, il est impératif de tenir compte de l'état de sa fonction rénale, d'éviter les erreurs d'exercice de haute intensité et de ne pas laisser un exercice incorrect devenir un complice des lésions rénales. L'abus d'analgésiques, la consommation excessive de nourriture et de boissons avant de dormir, la supplémentation nutritionnelle aveugle et l'exercice intense forcé, ces 4 choses sont en fait cachées dans la vie quotidienne, et beaucoup de gens les pratiquent tous les jours sans s'en rendre compte. Ce sont précisément ces habitudes discrètes qui nécessitent la plus grande vigilance. Elles ne provoqueront pas d'inconfort aigu immédiat comme une maladie aiguë, mais éroderont silencieusement la fonction rénale. Goutte après goutte, jour après jour, aujourd'hui on ne ressent rien, demain, aucune anomalie, mais les dommages s'accumulent lentement. Au moment où un inconfort évident apparaît, l'occasion optimale d'intervention est souvent manquée. Le plus effrayant de la maladie rénale est sa dissimulation. Elle ne donne pas d'alerte douloureuse évidente comme la fièvre pour un rhume ou les douleurs d'estomac pour une maladie gastrique. Elle est plutôt comme un souffre-douleur silencieux, supportant tous les dommages en silence jusqu'à ce que la fonction soit gravement détériorée. Et alors seulement,
Elle vous alerte par des symptômes tels que des œdèmes, de la fatigue et des anomalies urinaires, mais à ce moment-là, les dommages rénaux sont déjà assez graves et la difficulté du traitement augmentera considérablement. Protéger les reins ne consiste pas à attendre l'apparition de douleurs lombaires, de gonflement des jambes ou une diminution de la quantité d'urine pour intervenir. Il s'agit plutôt d'éviter activement ces pièges néfastes pour les reins lorsque l'on ne ressent aucun inconfort et que la fonction rénale est stable, en mettant en place un travail de prévention efficace. Ensuite, j'ai compilé les 7 questions les plus fréquemment posées sur les reins, allant de la façon de déterminer si votre fonction rénale est bonne à des méthodes simples pour protéger vos reins au quotidien. Je vais tout vous expliquer clairement. 1. Comment détecter les problèmes rénaux tôt et quels sont les signes précurseurs? Bien que les lésions rénales précoces ne provoquent pas de douleurs significatives, elles peuvent libérer 5 signaux d'alerte clés. Signal d'alerte 1. Augmentation de la miction nocturne. Miction fréquente la nuit. Si auparavant vous pouviez dormir jusqu'au matin sans interruption et que maintenant vous vous levez 2 à 3 fois, voire plus, la nuit, soyez particulièrement vigilant. Une fonction rénale diminuée affaiblit la capacité des reins à concentrer l'urine, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine la nuit. C'est l'un des premiers signaux d'alarme des reins. Signal d'alerte 2. Petite bulle persistante dans l'urine. Après avoir uriné, observez la cuvette des toilettes. Si les bulles sont petites, comme la mousse de bière, recouvrent la surface de l'eau et ne disparaissent pas après 5 à 10 minutes. Cela pourrait être un signe de protéinurie. Lorsque la barrière de filtration rénale est endommagée, les protéines s'échappent dans l'urine, formant des bulles difficiles à dissiper. C'est une manifestation typique précoce d'une fonction rénale anormale. Signal d'alerte 3. Gonflement inexpliqué des paupières et des chevilles. Au réveil le matin, les paupières sont si gonflées qu'il est difficile de les ouvrir, ou après une longue période assise ou de marche l'après-midi, les chevilles et les mollets laissent une empreinte lorsque l'on appuie dessus et celle-ci met longtemps à disparaître. Ces phénomènes de gonflement peuvent également être liés aux reins. Une fonction rénale diminuée empêche l'élimination de l'excès d'eau du corps et les parties de la peau et des tissus lâches, comme les paupières et les chevilles, seront les premières à gonfler. Signal d'alerte 4. Augmentation soudaine et inexpliquée de la pression artérielle. Si votre tension artérielle était normale auparavant mais a augmenté inexplicablement récemment, ou si une tension artérielle stable a soudainement fluctué de manière significative et que les méthodes de contrôle habituelles n'ont pas d'effet, il faut rechercher des problèmes rénaux. Les reins maintiennent la pression artérielle stable en régulant l'élimination de l'eau et du sodium. Une fonction altérée affecte directement cette capacité de régulation. Signal d'alerte 5, fatigue persistante, manque d'appétit. Vous vous sentez constamment faible. Même les petites tâches vous épuisent. Vous n'avez pas d'appétit. Vous ressentez même parfois des nausées, une aversion pour les aliments gras. Et le repos ou la nutrition n'améliorent pas la situation. Cela pourrait être un signal d'alerte rénale. Une fonction rénale diminuée entraîne une accumulation de toxines dans le corps, affectant tous les systèmes et provoquant ces inconforts insidieux. Ces signaux, s'ils apparaissent isolément, peuvent être ignorés, mais s'ils apparaissent 2 ou 3 à la fois, ou s'ils se reproduisent, il est impératif de consulter un médecin en temps opportun pour effectuer des analyses d'urine et des tests de fonction rénale. 2. Quels examens doivent être effectués à l'hôpital pour évaluer la fonction rénale de manière précise? Beaucoup de gens qui vont à l'hôpital pour un examen rénal se contentent de dire au médecin « Je voudrais faire un examen rénal ». Cette formulation est en fait assez vague. Les examens rénaux ont différentes dimensions. Pour comprendre précisément l'état de vos reins, il est essentiel de se concentrer sur ces 4 indicateurs clés. Indicateur 1, créatinine sérique et urée sanguine, ce sont des tests de dépistage de base de la fonction rénale qui reflètent la capacité des reins à excréter les déchets métaboliques du sang. La créatinine sérique provient du métabolisme musculaire et l'urée sanguine provient du métabolisme des protéines. Dans des conditions normales, ils sont filtrés et excrétés par les reins. Si ces 2 indicateurs sont élevés, cela indique une diminution de la capacité d'excrétion rénale et est un signe précoce d'altération de la fonction rénale. Il est important de noter qu'un seul indicateur peut être influencé par la masse musculaire, le régime alimentaire, etc., et doit être évalué en conjonction avec d'autres examens.
Indicateur 2, débit de filtration glomérulaire estimé DFG. C'est la norme précise pour évaluer la fonction rénale. C'est l'indicateur le plus essentiel et le plus précis pour juger de la fonction rénale, qui peut refléter directement l'efficacité du travail des reins. Il est calculé à partir de données telles que l'âge, le poids et la créatinine sérique, et le résultat est intuitif. Un DFG supérieur ou égal à 90 indique une fonction rénale normale, inférieure à 60 signifie une diminution significative de la fonction rénale. Par rapport aux indicateurs de créatinine sanguine isolée, le DFG peut éviter les erreurs d'interprétation et informer clairement du niveau de fonction rénale résiduelle. Indicateur 3, analyse d'urine. C'est un examen de base très rentable, simple à réaliser et peu coûteux, qui peut détecter des signes précoces de lésions rénales. Il faut prêter une attention particulière à la protéinurie et à l'hématurie. Si la protéinurie est positive, cela peut indiquer une lésion de la barrière de filtration rénale. Si les globules rouges urinaires sont anormaux, il faut se méfier de problèmes tels que l'inflammation rénale. De nombreuses lésions rénales précoces, telles que la néphrite chronique, peuvent être détectées par une analyse d'urine avant que les indicateurs sanguins ne changent. Il est conseillé de ne pas manquer l'analyse d'urine lors de votre examen annuel, en particulier pour les patients atteints d'hypertension et de diabète. Indicateur 4, échographie rénale. Les trois premiers éléments vérifient la fonction, celui-ci vérifie la morphologie. L'échographie peut observer directement la taille et la forme des reins, si elles sont normales, s'il y a une atrophie, une hypertrophie, des kystes, des tumeurs ou d'autres problèmes organiques, par exemple. Une douleur lombaire peut ne pas être due à une tension musculaire lombaire, mais à la pression exercée par des calculs rénaux. Si un kyste rénal est détecté, l'échographie peut également surveiller les changements de taille pour déterminer si une intervention est nécessaire. Ici, je vais partager un cas réel. M. Liu, un comptable de 47 ans, ressentait des douleurs lombaires dues à une longue période assise et pensait que c'était une hernie discale lombaire ou une tension musculaire lombaire, sans trop s'en soucier. L'année dernière, son analyse d'urine lors de l'examen médical a montré une protéinurie positive, et le médecin de l'examen lui a conseillé de se rendre immédiatement à un hôpital de 3e niveau pour des examens complémentaires. Les analyses sanguines ultérieures ont révélé des taux de créatinine sanguine et d'urée sanguine supérieurs à la normale. Le DFG était inférieur d'environ 20% à la normale. L'échographie rénale a également montré un léger amincissement du cortex. En combinant les 4 examens, il a finalement été diagnostiqué avec une glomérulonéphrite chronique. Heureusement, la découverte a été opportune, et grâce à une intervention médicamenteuse et à des ajustements de son mode de vie, sa fonction rénale s'est maintenant stabilisée. Un examen isolé peut ne révéler qu'un problème local. Il est conseillé de combiner ces 4 examens pour un dépistage complet afin de déterminer avec précision si les reins ont un problème et où se situe ce problème. 3. La protéinurie signifie-t-elle nécessairement une maladie rénale? La réponse est non. Ne paniquez pas si vous découvrez une protéinurie, elle se divise en fait en 2 types, transitoire et inoffensive, et persistante nécessitant une vigilance. Nous devons apprendre à les distinguer. Le premier type est la protéinurie physiologique, qui n'est qu'un phénomène temporaire et sans rapport avec une maladie rénale. Il existe 3 situations courantes. Après un exercice intense, par exemple, courir soudainement plusieurs kilomètres, gravir une montagne escarpée, ou après un entraînement de haute intensité pour les athlètes, le métabolisme musculaire s'accélère, ce qui peut entraîner une fuite temporaire de petites quantités de protéines dans l'urine. J'ai un exemple personnel. Mon neveu est un étudiant en sport. L'année dernière, après un entraînement intensif, un examen médical a révélé une protéinurie élevée dans son analyse d'urine. L'entraîneur était très inquiet et lui a immédiatement demandé de se reposer pendant 3 jours. Lors de l'examen de suivi, la protéinurie avait complètement disparu. Le médecin a dit que c'était simplement une protéinurie temporaire due à un exercice excessif, sans impact sur les reins, lorsque le corps est en état de stress particulier, par exemple, une forte fièvre de plus de 38,5 degrés Celsius, un stress émotionnel intense, après une intervention chirurgicale ou pendant la période de récupération après un traumatisme, le corps est en mode de stress et la fonction de filtration rénale peut être temporairement affectée, entraînant une petite quantité de protéinurie. Une fois la fièvre tombée,
les émotions apaisées et le corps récupéré, la protéinurie disparaîtra également. Période physiologique spéciale ou influence alimentaire, chez les femmes, avant et pendant les menstruations, le sang peut se mélanger à l'urine, entraînant une fausse protéinurie. Un apport important et à court terme d'aliments riches en protéines peut également entraîner une petite quantité de protéinurie, qui peut revenir à la normale après ajustement. Le deuxième type est la protéinurie pathologique, qui est celle qui nécessite une vigilance. Sa caractéristique est sa persistance. Par exemple, plusieurs examens de suivi successifs de l'urine montrent une protéinurie où l'excrétion urinaire de protéines sur 24 heures dépasse 0,15 g. Cela signifie généralement que les reins ont réellement un problème et est un signe de lésion de la barrière de filtration rénale. Il existe 3 catégories de causes courantes. Maladies rénales primaires, telles que la glomérulonéphrite, le syndrome néphrotique. Ces maladies endommagent directement la structure de filtration rénale, entraînant une fuite continue de protéines dans l'urine. Par exemple, j'ai rencontré un patient de 30 ans, sans hypertension ni diabète, mais sa protéinurie était toujours positive pendant 6 mois consécutifs. Des examens complémentaires ont confirmé une glomérulonéphrite chronique. Heureusement, elle a été détectée à temps et la maladie a été contrôlée par un traitement. Lésions rénales causées par d'autres maladies. Ceci est très courant chez les personnes d'âge moyen et âgé. Par exemple, une hypertension artérielle non contrôlée à long terme peut progressivement endommager les vaisseaux sanguins des reins. Chez les patients diabétiques, un taux de sucre sanguin constamment élevé peut faire baigner les reins dans un environnement riche en sucre, conduisant progressivement à une néphropathie diabétique. Le vieil homme Lee, qui vit en bas de chez moi, en est un exemple. Il a souffert de diabète pendant 12 ans, ne contrôlait pas son alimentation et ne prenait pas ses médicaments antidiabétiques à temps, ce qui entraînait des fluctuations de sa glycémie. L'année dernière, un examen médical a révélé une protéinurie persistante positive. Après des examens complémentaires, un médecin lui a dit qu'il était déjà au stade précoce de la néphropathie diabétique. Si rien n'était fait, sa fonction rénale continuerait à se détériorer. Lésions rénales causées par des médicaments ou des toxines. Par exemple, l'abus à long terme d'analgésiques, comme l'ibuprofène et l'aspirine que nous avons mentionnés plus tôt, ou la prise de médicaments traditionnels chinois ou de compléments alimentaires néphrotoxiques, cela peut également endommager les reins et entraîner une protéinurie pathologique. N'oubliez pas, ne paniquez pas si vous trouvez occasionnellement une protéinurie. Révisez d'abord si vous avez eu l'une des causes physiologiques mentionnées ci-dessus récemment, puis refaites l'examen après un repos et un ajustement. Cependant, si la protéinurie persiste, il est impératif de consulter rapidement un médecin pour des examens complémentaires afin de déterminer s'il existe un problème rénal. 4. La maladie rénale chronique est souvent qualifiée de cancer incurable. Peut-elle être guérie? Tout d'abord, il faut être clair. La maladie rénale chronique est effectivement incurable, tout comme une blessure cutanée laisse une cicatrice. Les cellules rénales endommagées et nécrosées ne peuvent pas se régénérer. La fonction rénale diminuée est également irréversible. Cependant, l'incurabilité ne signifie pas qu'il n'y a pas de remède, ni qu'il faut se contenter de voir la maladie s'aggraver. Tant que le plan de traitement est choisi correctement et suivi à long terme, la maladie peut être complètement contrôlée, la détérioration de la fonction rénale peut être ralentie et une stabilité à long terme de la maladie peut être atteinte. La maladie rénale chronique se caractérise par une progression lente et la possibilité d'intervenir, surtout si elle est détectée tôt, grâce à un traitement standardisé et une gestion scientifique du mode de vie. La fonction rénale de la plupart des patients peut être maintenue à un niveau stable à long terme, elle ne s'aggravera pas significativement, même après des décennies, et les patients peuvent vivre et travailler normalement comme des personnes en bonne santé, sans que cela n'affecte leur espérance de vie. Comment la contrôler concrètement? Traitement standardisé pour contrôler les problèmes sous-jacents. Pour les maladies rénales causées par l'hypertension et le diabète, il est impératif de suivre strictement les instructions du médecin pour prendre des médicaments antihypertenseurs et hypoglycémiants, en maintenant les indicateurs dans une fourchette raisonnable pour éviter des dommages continus aux reins. En cas de protéinurie, des médicaments spécifiques peuvent être utilisés pour réduire la fuite de protéines et alléger la charge rénale. Ajuster le mode de vie pour alléger la charge rénale.
L'alimentation doit suivre les principes de faible teneur en sel et en protéines, ne pas abuser des analgésiques et des médicaments traditionnels chinois néphrotoxiques, choisir des exercices doux, éviter les efforts intenses, en même temps, arrêter de fumer et de boire de l'alcool, avoir un horaire de sommeil régulier et éviter de veiller tard, ces habitudes apparemment ordinaires, si elles sont maintenues à long terme, peuvent significativement ralentir le déclin de la fonction rénale. J'ai un exemple personnel, mon voisin, M. Zhao, a été diagnostiqué avec une maladie rénale chronique de stade 2 lors d'un examen médical à l'âge de 41 ans. À l'époque, il était très anxieux et pensait que sa vie était finie, mais le médecin lui a dit que, tant qu'il contrôlait bien sa maladie, il pouvait la stabiliser complètement. Il a suivi les conseils du médecin et a immédiatement apporté des ajustements. Il a quitté son travail stressant avec des heures supplémentaires fréquentes pour un poste plus facile. Il se couche tôt et se lève tôt tous les jours, assurant 7 à 8 heures de sommeil. Il utilise une petite balance pour peser le sel et la viande à chaque repas, contrôlant strictement les quantités. Il se rend à l'hôpital tous les mois pour des examens de suivi et ajuste ses médicaments en fonction des indicateurs. Maintenant, près de 10 ans plus tard, sa fonction rénale est restée très stable, sans détérioration. Il peut accompagner sa famille en randonnée, se promener, et n'est pas différent d'une personne en bonne santé. Alors, ne vous laissez pas effrayer par l'expression cancer incurable. La maladie rénale chronique est, par essence, une maladie chronique qui nécessite une gestion à long terme, tout comme l'hypertension et le diabète, tant que vous suivez scrupuleusement les instructions du médecin et intervenez scientifiquement, la maladie peut être contrôlée efficacement. N'oubliez pas que fuir le traitement par peur, ou prendre des médicaments ou ajuster son régime alimentaire de sa propre initiative, accélérera au contraire la détérioration de la maladie. 5. Outre les analgésiques, quels autres médicaments sont particulièrement nocifs pour les reins? Ne prenez pas de médicaments au hasard. Cette phrase doit être gravée dans votre esprit. Outre les INS, anti-inflammatoires, non stéroïdiens, mentionnés précédemment, comme l'ibuprofène et l'aspirine, il y a 3 autres types de médicaments dont l'utilisation doit être particulièrement prudente. Certains antibiotiques. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un rhume, de la fièvre ou la diarrhée, ont l'habitude d'utiliser des antibiotiques pour accélérer leur rétablissement. Cependant, certains antibiotiques puissants ou de la classe des aminosides, comme la gentamicine, la vancomycine et l'amicacine, sont clairement néphrotoxiques. Ils peuvent endommager directement les tubules rénaux pendant le métabolisme, et une utilisation prolongée ou excessive augmente considérablement le risque de lésions rénales. Par exemple, la gentamicine, autrefois largement utilisée pour les infections intestinales et respiratoires, a une néphrotoxicité significative. Aujourd'hui, son utilisation clinique est strictement réglementée et doit être faite sous prescription médicale, avec ajustement de la posologie en fonction de la fonction rénale et une surveillance régulière de la fonction rénale et des indicateurs urinaires. N'achetez jamais d'antibiotiques sans ordonnance, même avec une prescription. Demandez proactivement au médecin les risques de néphrotoxicité et les précautions à prendre. Respectez strictement la posologie et la durée du traitement, et ne modifiez pas les doses ni ne prolongez la durée du traitement à votre guise. Agent de contraste. De nombreuses personnes reçoivent des agents de contraste lors d'examens tels que les scanners renforcés et les angiographies, qui peuvent afficher des images claires pour aider au diagnostic, mais présentent un risque potentiel pour les reins. En particulier, les agents de contraste iodés doivent être excrétés par les reins. Si la fonction rénale est altérée, l'agent de contraste ne peut pas être métabolisé à temps, ce qui peut provoquer une néphropathie induite par le contraste, entraînant une détérioration de la fonction rénale, voire une insuffisance rénale aiguë. Cette situation est particulièrement fréquente chez les personnes âgées, en particulier celles atteintes de diabète, d'hypertension ou de maladies rénales chroniques. Par conséquent, si un examen renforcé est nécessaire, informez impérativement le médecin de votre état de fonction rénale. De toute allergie aux agents de contraste ou d'antécédents de néphropathie induite par le contraste, le médecin évaluera ces informations et choisira des agents de contraste isotoniques, ajustera le régime d'hydratation ou de médication avant l'examen, voire effectuera des examens de fonction rénale préalables.
Ne sous-estimez jamais l'étape de l'injection de l'agent de contraste. Une communication complète est une étape clé pour éviter les lésions rénales. Certains médicaments traditionnels chinois, beaucoup de gens ont l'idée fausse que les médicaments traditionnels chinois sont doux et sans effets secondaires. En réalité, ce n'est pas le cas. Tous les médicaments traditionnels chinois ne sont pas doux et inoffensifs. Les médicaments traditionnels chinois contenant de l'acide aristolochique doivent être particulièrement surveillés, tels que le guangmutong et le guangfangji. L'acide aristolochique a une néphrotoxicité extrêmement forte. Une utilisation prolongée ou excessive peut provoquer une néphropathie irréversible à l'acide aristolochique et même évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Actuellement, ces plantes médicinales sont formellement interdites d'utilisation clinique par l'État. De plus, le fusi, le wutu et le cinabre de Corée, s'ils sont pris en grande quantité et à long terme, peuvent également endommager les reins. Par conséquent, la prise de médicaments traditionnels chinois doit impérativement suivre les instructions du médecin, éviter l'utilisation de remèdes populaires, de remèdes locaux ou la prise prolongée d'une seule plante médicinale. Avant de prendre des médicaments, demandez clairement au médecin si le médicament est néphrotoxique, la durée du traitement, et surveillez régulièrement la fonction rénale. Pour éviter que la promotion de la santé ne se transforme en un dommage pour la santé. 6. Comment manger quand les reins ne fonctionnent pas bien? Pour les personnes dont la fonction rénale est altérée, il est plus important de contrôler son alimentation que de prendre des compléments. En général, l'alimentation doit suivre les principes clés 4 faibles et 1 élevé, faible en sel. L'apport quotidien en sel doit être strictement contrôlé à moins de 5 grammes, soit environ une capsule de bière remplie à ras-bord. En plus de mettre moins de sel en cuisine, il faut être vigilant au sel caché. Les aliments marinés comme les cornichons, la viande salée, les condiments comme la sauce soja et la sauce d'huître, ainsi que les aliments transformés riches en sel comme les sachets d'assaisonnement de nouilles instantanées et les chips, doivent être consommés avec modération ou évités. On peut utiliser des assaisonnements naturels comme l'oignon vert, le gingembre, l'ail, le vinaigre, le jus de citron, pour rehausser la saveur à la place du sel et de la sauce soja. Faible en protéines, il ne s'agit pas de ne pas manger de protéines du tout, mais de choisir les bonnes protéines et de contrôler la quantité. Beaucoup de gens pensent à tort que si les reins ne vont pas bien, il faut complètement arrêter les protéines. En réalité, ce n'est pas le cas. Les protéines, étant des nutriments essentiels pour le corps humain, une absence totale d'apport entraînera une malnutrition. La clé est de suivre le principe de faible quantité et haute qualité, en contrôlant l'apport total en protéines pour réduire la production de déchets métaboliques comme l'urée azotée. Il faut privilégier les protéines de haute qualité, faciles à absorber et à utiliser, qui imposent une faible charge métabolique, réduisant ainsi la pression de travail sur les reins. Les protéines de haute qualité proviennent principalement des œufs, du lait, de la viande maigre ou du poisson. L'alimentation quotidienne peut comprendre un œuf, 200 ml de lait, accompagné d'environ 50 g de poitrine de poulet, de poisson ou de porc maigre, pour répondre aux besoins du corps. La quantité d'apport spécifique doit être déterminée par un médecin en fonction du poids corporel et du stade de la fonction rénale. Par exemple, les patients atteints de maladies rénales chroniques de stade 3 sont conseillés de consommer 0,6 à 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, en évitant d'augmenter ou de diminuer les quantités de sa propre initiative. Il ne faut pas non plus s'inquiéter de nuire aux reins et d'arrêter complètement les protéines. Faible en potassium, soyez vigilant aux aliments riches en potassium pour éviter un excès de potassium dans le sang. Lorsque la fonction rénale diminue, la capacité des reins à excréter le potassium est réduite. Un taux de potassium sanguin élevé menace la santé cardiaque et peut même mettre la vie en danger. Il est donc nécessaire de contrôler strictement l'apport en potassium dans l'alimentation quotidienne. Réduisez la consommation d'aliments riches en potassium. 1. Fruits, bananes, oranges, kiwis, etc. 2. Légumes, pommes de terre, épinards, algues, etc. 3. Autres, noix, légumineuses, bouillon de viande concentré. Si vous souhaitez manger des aliments riches en potassium, vous pouvez utiliser des méthodes simples pour réduire le potassium. Épluchez et coupez les pommes de terre et les patates douces en morceaux, faites-les tremper pendant 1 à 2 heures, puis blanchissez-les.
Blanchissez les légumes verts avant de les cuisiner. En même temps, surveillez régulièrement le potassium sanguin. Si les niveaux sont normaux, une petite quantité peut être consommée. Sinon, il faut les éviter. Faibles en phosphore. Contrôlez les aliments riches en phosphore pour prévenir les maladies osseuses et les démangeaisons cutanées. Les reins sont responsables de l'élimination de l'excès de phosphore dans le corps. Lorsque la fonction rénale diminue, le phosphore s'accumule dans le corps, entraînant une augmentation du taux de phosphore sanguin. Un taux de phosphore sanguin trop élevé non seulement entraîne une perte osseuse et augmente le risque de fracture, mais provoque également des démangeaisons cutanées, une calcification cardiovasculaire et aggrave la charge sur les reins et le corps. Dans l'alimentation quotidienne, mangez moins d'aliments riches en phosphore. 1. Abats, foie de porc, foie de poulet, rognons de porc, etc. 2. Noix, cacahuètes, graines de tournesol, noix, amandes, etc. 3. Céréales complètes, pain complet, flocons d'avoine, riz brun, etc., dont la consommation doit être strictement contrôlée. 4. Autres, jaune d'œuf, fromage, boissons gazeuses, viande transformée. Si une supplémentation en calcium est nécessaire, choisissez des suppléments de calcium à faible teneur en phosphore et évitez les comprimés de calcium à forte teneur en phosphore. Suivez également les instructions du médecin pour surveiller régulièrement le phosphore sanguin et, si nécessaire, utilisez des médicaments hypophosphatémiants, un élevé en protéines de haute qualité. Privilégiez les protéines de haute qualité. Ce point est complémentaire au faible apport en protéines. Élevé en protéines de haute qualité signifie privilégier les protéines de haute qualité comme les œufs, le lait, la viande maigre et le poisson, et réduire l'apport en protéines végétales comme les légumineuses, les produits à base de soja et les céréales. En effet, les protéines végétales ont un faible taux d'absorption et d'utilisation, et produisent davantage de déchets métaboliques, ce qui alourdit la charge rénale. Par exemple, pour la supplémentation en protéines, 50 g de poitrine de poulet sont plus bénéfiques pour les reins que 50 g de tofu. Il ne s'agit pas de supprimer complètement le tofu, mais d'inclure sa teneur en protéines dans l'apport quotidien total et de réduire en conséquence les autres apports en protéines. Suivre le principe 4 faibles et 1 élevé doit être scientifiquement contrôlé. Il est recommandé de le faire sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste pour élaborer un plan personnalisé en fonction de la fonction rénale, afin d'atteindre un équilibre entre la nutrition et la protection des reins. N'oubliez pas que la clé de l'alimentation en cas de problèmes rénaux est la modération, pas l'extrême. On ne peut pas manger n'importe quoi sans discernement, ni s'inquiéter de tout au point de ne rien oser manger. 7. L'insuffisance rénale et l'urémie sont-elles la même chose? Beaucoup de gens confondent l'insuffisance rénale et l'urémie, pensant que ce sont deux termes différents pour le même problème. Cependant, ils ne sont pas la même chose. L'insuffisance rénale signifie que la fonction des reins diminue ou disparaît, et qu'ils ne peuvent plus filtrer l'urine et éliminer les déchets normalement. C'est un concept assez large, principalement divisé en deux catégories, l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë signifie une altération soudaine de la fonction rénale. Les causes courantes incluent la prise excessive d'analgésiques, une déshydratation sévère due à une diarrhée abondante entraînant une ischémie rénale, et l'obstruction des voies urinaires due à des calculs rénaux ou à des tumeurs. Si les médicaments peuvent être arrêtés, l'hydratation rétablie et l'obstruction levée à temps, la fonction rénale de la plupart des patients peut revenir à la normale sans laisser de dommages à long terme. L'insuffisance rénale chronique signifie que la fonction rénale diminue progressivement en raison de dommages chroniques causés par des maladies à long terme, comme un diabète ou une hypertension mal contrôlée, ou une glomérulonéphrite chronique, une polykystose rénale, etc. L'évolution de la maladie peut durer de plusieurs années à plusieurs décennies. Les symptômes précoces sont insidieux. À mesure que la maladie progresse, la fonction rénale devient progressivement insuffisante, ne pouvant finalement plus répondre aux besoins métaboliques du corps. L'urémie n'est pas une maladie indépendante, mais la manifestation du stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. Médicalement, on l'appelle l'insuffisance rénale chronique terminale, IRT, lorsque la fonction rénale d'un patient n'est plus que de 10% environ. Les déchets métaboliques tels que l'urée azotée et la créatinine, ainsi que l'excès d'eau, ne peuvent plus être éliminés et s'accumulent dans le corps.
ce qui provoque des symptômes graves tels que nausées, vomissements, difficultés respiratoires, œdème généralisé, démangeaisons cutanées, anémie et déséquilibre électrolytique. À ce stade, le patient doit dépendre de traitements de substitution comme la dialyse ou la transplantation rénale pour maintenir sa vie. Par conséquent, l'urémie est le stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. Cependant, toutes les insuffisances rénales ne progressent pas vers l'urémie. Si l'insuffisance rénale aiguë est traitée à temps, la plupart des patients peuvent récupérer et ne développeront pas d'urémie. Si l'insuffisance rénale chronique n'est pas prise en charge à un stade précoce, la fonction rénale continuera à se détériorer et pourrait finalement évoluer vers l'urémie. En termes simples, l'insuffisance rénale chronique est comme une route en descente, et l'urémie est le point d'arrivée. L'insuffisance rénale aiguë est comme un nid de poule sur le chemin. Si elle est réparée à temps, on peut continuer à avancer sans nécessairement glisser vers l'urémie. C'est aussi la signification cruciale de l'intervention précoce dans la maladie rénale chronique. Gérer scientifiquement la maladie pour ralentir sa progression et éviter d'atteindre le stade de l'urémie. Voilà, chers amis, notre partage touche à sa fin aujourd'hui. Des 4 petites choses les plus nocives pour les reins dans la vie quotidienne aux 7 questions les plus fréquemment posées sur les reins, nous avons clarifié les rouages de la santé rénale. En fait, après tout ce que j'ai dit, ce que je tiens le plus à souligner, ce sont ces quelques vérités pratiques. Premièrement, ne vous fiez plus à vos sensations pour juger de la santé de vos reins. Le rein est un organe silencieux. Les lésions précoces sont presque asymptomatiques. Au moment où des symptômes évidents comme des douleurs lombaires, des œdèmes ou de la fatigue apparaissent, la maladie est souvent déjà à un stade assez avancé. Il est recommandé de faire des bilans de santé réguliers grâce à l'analyse d'urine, aux tests de fonction rénale et à l'échographie rénale. Vous pouvez obtenir des données précises sur la santé de vos reins pour une détection et une intervention précoce. Deuxièmement, examinez immédiatement vos habitudes de vie et corrigez rapidement les comportements nocifs pour les reins, des comportements quotidiens comme la prise auto-administrée d'analgésiques, la supplémentation aveugle en poudre de protéines et en comprimés de calcium, l'exercice excessif et la consommation excessive d'eau ou de bouillie salée avant de dormir, semblent inoffensifs. Mais en réalité, ils endommagent continuellement la fonction rénale. Il est recommandé de vérifier dès maintenant et, si de telles habitudes sont découvertes, de les abandonner résolument. Chaque mauvaise habitude corrigée allégera une partie du fardeau de vos reins, prévenant ainsi les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Troisièmement, protégez vos reins scientifiquement, ne suivez pas la mode aveuglément. Contrôlez votre bouche, bouger vos jambes doit être adapté à chaque individu. En matière d'alimentation, les personnes dont la fonction rénale est altérée doivent suivre les principes de faible teneur en sel, en phosphore et en potassium, et choisir des protéines de haute qualité comme les œufs et le lait, pour équilibrer la nutrition et la charge rénale. En matière d'exercice, des activités douces comme la marche, le tai chi et la marche lente dans l'eau sont plus appropriées, car elles favorisent la circulation sanguine tout en évitant l'accumulation de déchets métaboliques musculaires et le risque de déshydratation. La protection des reins ne nécessite pas de méthodes extrêmes ou de compléments coûteux. L'arrêt du tabac, le sommeil précoce, une hydratation modérée et un exercice modéré, ces petites choses du quotidien, sont les soins les plus concrets pour vos reins. Les reins assument silencieusement le lourd fardeau de filtrer les déchets et de maintenir la santé, étant considérés comme l'organe le plus dévoué du corps. À partir de maintenant, accordez-leur plus d'attention, faites bien chaque petite chose du quotidien et ils vous rendront une santé durable, vous permettant de profiter pleinement de la vie avec énergie et de passer de nombreuses années heureuses avec votre famille. J'espère que le contenu d'aujourd'hui vous sera utile. N'oubliez pas de partager ces connaissances pratiques avec votre famille et vos amis pour qu'ils soient également épargnés par les problèmes rénaux. À bientôt dans la prochaine vidéo.